Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne et j'ai le plaisir d'accueillir en ce mercredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Sylve. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous revenez cet après-midi sur l'allocution hier soir d'Emmanuel Macron à la télévision. Vous y avez vu un plaidoyer pro-domo pour son quinquennat. C'est évident. Je ne lui fais aucun reproche ni procès d'intention. Ce serait absurde d'avoir saisi la crise sanitaire, ou en tout cas celle qui peut se profiler éventuellement pour les semaines à venir en France, comme un prétexte discursif. Mais évidemment, on sait que quand on fait de la politique, on est attentif. Quand on est un grand politique comme l'est Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de son bilan, on est très attentif à la symbolique des choses, à la signification globale d'une prise de parole. Or, évidemment, au-delà des préconisations sanitaires absolument évidentes, notamment le vaccin, etc., la 3e dose pour les plus de 65 ans intégrée au pass sanitaire, il y avait de la part du chef de l'État la volonté très manifeste de signifier, on va être très, très clair parce qu'on doit la vérité à nos auditeurs, Steve, et c'est la marque de fabrique de votre émission, une entrée en campagne déguisée. Aussi déguisée d'ailleurs que celle d'autres candidats putatifs comme Éric Zemmour, auquel bien sûr le président de la République a réservé une flèche venimeuse à la toute fin de sa longue allocution en parlant du retour du nationalisme et du risque de l'obscurantisme. Mais en tout cas, voilà, vous avez absolument raison. C'est évidemment une intention de développer tout un argumentaire, d'ailleurs extrêmement charpenté. Je pense qu'autour de lui, les conseillers, les speechwriters, comme on dit, avaient beaucoup travaillé pour que ce test de présidentialité soit gagné. La première raison, elle est énoncée par un certain nombre de ses conseillers politiques ces dernières semaines. Ils ont le sentiment, à tort ou à raison, peu importe, là on décrit le réel, ils ont le sentiment que le quinquennat, qui va bientôt s'achever, est en fait un quinquennat plein de réalisations, plein d'achievements, comme on dit en anglo-saxon. Mais qui ne sont pas forcément reconnus par l'opinion publique. Exactement. La formule récurrente dans l'entourage du président de la République, de la part de ses conseillers, de ses conseillères, c'est bizarre, on a fait plein de choses, mais depuis l'été, ça n'imprime pas. Donc, à l'occasion de l'éventuelle reprise épidémique, qui pour l'instant est moins importante que chez notre partenaire allemand, mais évidemment, Emmanuel Macron souhaitait mettre les points sur les i et dire, regardez, moi je suis un très très bon gestionnaire de la France, l'air de rien, j'ai fait plein de choses, et je vais d'ailleurs vous les lister. Il y avait, en fait, c'était un peu un inventaire à la Prévert, sans vouloir être désagréable, mais la réalité c'est que c'était un peu un inventaire à la Prévert, depuis le renforcement du système hospitalier jusqu'à le déploiement de la politique en Afrique, où on sait, c'est un des thèmes que nous évoquons souvent avec vous à la radio, que la France aujourd'hui il croise, mais il collabore aussi avec un certain nombre de services de pays étrangers comme Israël. Et évidemment, c'est important aussi pour Macron de montrer qu'il n'a pas perdu la main par rapport à un prédécesseur, dont on pense là encore vraiment ce qu'on veut, mais François Hollande qui a rappelé récemment dans son livre Affronter à quel point il avait, lui, baliser le terrain africain en empêchant les djihadistes de faire tomber les régimes démocratiques d'un certain nombre de pays, à commencer par le Mali, bien sûr, avec les opérations de 2013 pour sauver le régime malien. Donc là aussi, sur ce terrain-là, Emmanuel Macron souhaitait montrer qu'il était présent et qu'il assumait pleinement ses fonctions régaliennes. Voilà pour le bilan, Alexis. Est-ce que le président de la République a également dessiné les contours de son projet pour un éventuel futur quinquennat ? Mais bien sûr, car si vous voulez, en évoquant le sort fait à la réforme des retraites qui lui tient à cœur et qui était d'ailleurs au cœur de son projet présidentiel de 2016-2017, en évoquant aussi les circonstances qui vont peut-être rendre plus difficile l'achèvement de cette réforme. Il a aussi, bien sûr, essayé de gagner son test de présidentialité, non pas de manière rétrospective, en regardant dans le rétroviseur, mais de manière prospective, en vue de l'échéance à laquelle il pense évidemment tous les matins et pas qu'en se rasant, d'avril 2022. Et dans cet ordre d'idées, il a officialisé
une bascule idéologique et doctrinale de la ligne politique de la présidence de la République. On sait, et donc j'ai ramené un livre, parce qu'il faut toujours dans le commentaire politique avoir de la mémoire. Vous déplacez jamais sans vos livres, Alexis, il faut le savoir. En tout cas, si vous voulez, parfois, ça peut faire cuistre, mais là je crois que ça ne l'est pas. Quand il a été élu en 2017, contre toute attente, il était sur un programme de liberté. Il était sur un programme, autrement dit, libéral. Il voulait permettre à chacune et à chacun de trouver sa voie, je le cite, de devenir maître de son destin et d'exercer sa liberté. Il parlait même, dans ce livre Révolution, d'une promesse d'émancipation. Et là, hier soir, à l'évidence, dans cette allocution, le président de la République a procédé à un switch de la liberté ou de l'émancipation vers la protection. Pourquoi ? Parce qu'il est loin d'être un imbécile. Il sait, il est renseigné, il est parfois cynique, mais il est renseigné, que beaucoup de Français, toutes sensibilités idéologiques confondues, recherchent aujourd'hui activement la protection de l'État. C'est la raison pour laquelle il a réaffirmé hier soir, et ça, c'est pas seulement du rétrospectif, c'est du programmatique, qu'il assumait pleinement, je cite, l'intervention publique, et il a recité ce qui est devenu une sorte de marque de fabrique de sa présidence, ou de leitmotiv de sa présidence. Il a recité le « quoi qu'il en coûte ». Alors, sur le plan de la stratégie politique, puisqu'on est là aussi pour s'interroger sur la stratégie politique, qui vise-t-il quand il dit ça ? Il vise, bien sûr, tous ceux qui ont voté pour lui. Mais il vise aussi un nouvel électorat. Je résume, bien sûr. Je résume. Il a été élu par une partie de la gauche social-démocrate et social-libérale. D'ailleurs, beaucoup de ses ministres en proviennent. Ou le président de l'Assemblée nationale, de Christophe Castaner à Richard Ferrand, en passant par Gabriel Attal ou Marlène Schiappa. Ce sont des socialistes à l'origine. Il sait qu'il est rééligible, mais à droite. Dans la droite républicaine, naturellement, à la droite modérée. Donc il vise une partie de l'électorat des Républicains. Mais évidemment, quand il insiste sur la belle croissance, quand il insiste sur les retraites, quand il insiste sur ce message « je suis un bon gestionnaire », autrement dit un bon père de famille pour la nation, il vise cet électorat de droite modéré qui aujourd'hui se cherche éventuellement un homme fort ou une femme forte le mois prochain et qui pourrait être tenté de rebasculer vers un vote LR au premier tour. Et en fait, il leur dit « attendez, je vous ai compris, j'ai bien compris que la société française est stressée, je vais faire tomber le niveau de la tension générale, parce qu'au fond, je suis un rassembleur, je suis un fédérateur, et je suis un réformateur, mais pas dingue. Je suis un réformateur modéré, et c'est exactement, bien sûr, le discours que ce segment-là de l'électorat, qui est encore un peu en attente et en hésitation, avait envie d'entendre. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut vous réécouter notamment sur la page YouTube de Radio J. Demain, nous serons en compagnie de Mickaël Darmon. Merci Alexis. Et à demain, puisqu'on vous retrouvera cette fois pour présenter à demain, Steve. le nouveau numéro d'Actualité Juive. Radio